Donc, comme je disais, on va commencer par une petite introduction donc, de YPB. Donc, YPB, qui sommes-nous? Nous sommes la première communauté des jeunes professionnels de la beauté. Et donc, pourquoi est-ce que YPB a été créé? Quels étaient les objectifs lors de la création de l'association il y a bientôt, enfin, il y a plus de 5 ans maintenant, puisqu'on a fêté nos 5 ans cette année en juin. Nos objectifs. Le premier, c'était vraiment de favoriser le développement des acteurs de la beauté et de créer une communauté forte et soudée, d'aider nos adhérents à se développer professionnellement, mais aussi d'élargir le réseau de notre communauté, de permettre de rencontrer des professionnels inspirants, de maîtriser les codes de l'industrie cosmétique, d'offrir aussi des afterworks avec des formats inédits et de proposer des événements exclusifs. Alors ça, je vous suggère de screenshotter, si vous voulez, cette slide pour ceux qui veulent savoir exactement quels sont les avantages d'adhésion à l'association et qu'est-ce que nous proposons. Donc, on n'a pas tout listé, évidemment, parce que ce serait trop long. Et puis, en plus, on a de nouvelles offres un petit peu au fur et à mesure. Mais c'est vraiment voilà, une large palette d'événements et de programmes pour les adhérents, avec donc des masterclass en présentiel ou en distanciel, des afterworks et des événements physiques, des événements exclusifs réservés aux adhérents, comme le repas de Noël, des masterclass dédiées, des mentorats en one-to-one, des sessions de coaching en groupe, un groupe WhatsApp qui est extrêmement actif, n'est-ce pas, Véronique? Et qui est aussi une véritable mine d'informations, donc à la fois en raison de la quantité d'informations partagées, euh, mais aussi des tips, attendez, mais aussi des tips qu'on partage entre nous, des offres d'emploi aussi, des échanges de fournisseurs. Enfin, voilà, c'est très, très riche. Et on développe de plus en plus notre offre. Avec notamment depuis l'été dernier les apéros RH où nous invitons des RH à venir échanger de façon très chill, comme on dit, sans pression, pour avoir des tips, un groupe LinkedIn et également pas mal d'autres projets en cours pour 2025. Le bureau, bah voilà, si vous voulez nous connaître un petit peu. Donc, Pauline, la présidente, Kevin, le responsable communication, Antoinette et moi-même qui sommes responsables événements, nous partageons les catégories, Jeanne qui est responsable communauté et presse, Caroline, notre trésorière, Aurélie, notre secrétaire générale et Marie, apporteur d'affaires. Voilà. Et nous avons une team de bénévoles qui s'agrandit de mois en mois. Et donc, ce sont des bénévoles très actifs qui nous aident au quotidien dans nos tâches que vous pouvez voir. Donc, il y a différents pôles, un pôle communication et médias, Margot qui est sur les partenariats et le sponsoring, et puis tout un pôle événement qui est assez conséquent parce que évidemment on organise pas mal d'événements, donc ça demande une certaine logistique et une équipe assez importante. Et puis également un pôle communauté pour animer la communauté qui est formée par nos adhérents. Donc voilà, et bien, je vais laisser maintenant la parole à Véronique. N'hésitez pas à la fin aussi si vous avez des questions sur l'asso ou même tout simplement si vous pouvez nous contacter sur nos réseaux. Voilà, on vous répondra. Merci Mélissa. Voilà. Je suis ravie de vous retrouver toutes et tous ce soir. Merci Mélissa et merci à YPB pour sa confiance. J'avais déjà animé, si peut-être certains d'entre vous l'avaient suivi, une conférence sur les codes de la beauté chez Chanel il y a quelque temps. Et en bonne normande que je suis, parce que je suis grassoise d'adoption, mais je suis normande à l'origine, tout comme Christian Dior. J'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui à partager avec vous une vision en fait des codes de la beauté chez Christian Dior. Alors on connaît tous cette marque formidable avec ses entités haute couture, prêt-à-porter, que ce soit pour hommes, pour femmes, et bien sûr les parfums Christian Dior qui sont le luxe un peu plus accessible de la beauté, mais quelquefois le personnage en fait de Christian Dior est un peu méconnu. Alors, certains d'entre vous le savent, moi j'ai pris ma retraite il y a 1 an, j'ai enseigné pendant une trentaine d'années à l'EDEC, Sciences Po, Lille, l'ESCE et j'ai terminé ma carrière à l'ESSEC où j'ai créé donc une chaire dédiée à la beauté. Mais j'étais aussi en charge avant de la chaire LVMH et donc j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu accès à des contacts avec les gens qui
sont responsables des archives chez Dior, du patrimoine, avec les gens de la couture, les gens de la beauté. Enfin, on a fait beaucoup de choses. Et je vais essayer de partager avec vous la vision la plus exhaustive, en fait, de ce personnage, pour moi, Hein? absolument merveilleux. Alors, Mhm. la caractéristique de Christian Dior, c'est qu'il a eu une vie courte, Moi, j'aimerais bien. malheureusement. Tu peux me passer ton sel, s'il te Ah, plaît? est-ce que vous pouvez J'en ai fermer vos plus. Ouais, micros, parce que s'il vous j'en ai plaît? plus. Non, on va fermer ces micros parce que voilà, c'est mieux pour tout le monde. Merci beaucoup à tout le monde. Gabriella, voilà, si vous pouvez fermer votre micro, je crois que ce serait très gentil. Je disais que donc Christian Dior, en fait, il a une vie courte et il a une vie professionnelle qui a été extrêmement productive, mais extrêmement courte dans la partie couture, parce qu'il a créé sa maison, comme vous le savez certainement, en décembre 46. Il va s'éteindre d'une crise cardiaque dramatique en octobre 57 en Italie, laissant le monde interdit et laissant la France désespérée, tant Christian Dior a changé, si vous voulez, la vision en fait de la mode. Alors, pourquoi est-ce qu'il a changé la vision de la mode? Il a changé la vision de la mode parce que il faut que vous essayiez de de vous projeter dans un monde qui est très lointain, la Deuxième Guerre mondiale. On est dans une période de rareté complètement folle, de pénurie intense. Et si vous voulez, les tickets de rationnement qui permettaient d'acheter d'abord de l'alimentation, puis d'acheter aussi du textile, du carburant, etc., ont disparu en France en 1954. Ça veut dire que 10 ans pratiquement après la Deuxième Guerre mondiale, vous n'aviez pas le droit à plus d'un mètre de tissu par personne et par an. Eh bien, vous allez calculer chez vous 1 mètre carré, c'est pas grand-chose quand on a besoin d'un manteau. Et donc, Christian Dior va proposer une mode dès, si vous voulez, la sortie de la guerre, qui est une mode qui va faire complètement oublier le passé. Et c'est ça, sa grande force. C'était un homme aussi, vous voyez ces 2 photos, je les ai pas c'est pas les plus connues, mais je les ai pas choisies au hasard parce que ce sont des photos qui montrent à la fois la timidité, à la fois la retenue, mais à la fois la détermination, de Christian Dior. Il avait une vraie vision, il a fait des choix. Il a par exemple refusé 4 fois à Marcel Boussac, qui était le grand capitaine d'une entreprise Boussac Saint-Frères, c'était vraiment tout le coton, le textile en France. Il lui a refusé 4 fois, disais-je, de rentrer chez lui et il a imposé finalement d'avoir sa propre maison de couture, alors qu'il y avait une maison de couture qui existait déjà, qui faisait la promotion des tissus Boussac. Et lui a dit non, je veux une maison à mon nom. Alors Boussac n'a pas été d'accord, puis au 3e refus, en fait, la 4e fois, a été la bonne. Donc ce caractère était délicieux, il était épicurien, il aimait la vie, il avait des amis d'enfance qu'il a gardés toute sa vie, qui ont été le personnel de la maison. Et ce qui est aussi extrêmement touchant, c'est que quand Christian Dior crée sa maison en 1946, on va y revenir, en fait, il va la développer hyper rapidement avec un talent incroyable. Il l'internationalise. Christian Dior est connu en Angleterre, en URSS, il est connu aux États-Unis. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui sait enfin, qui a su créer une maison française internationale, mais cette maison ne lui appartenait pas. Elle appartenait à ce fameux Marcel Boussac dont je vous parlais. Et cela vous explique, en fait, quand il va mourir, il a un jeune assistant dont vous connaissez tous le nom, c'est Yves Mathieu Saint-Laurent à l'époque, qui va présider à 6 collections après la mort de Christian Dior, puis pour des raisons d'appel sous les drapeaux, de dépression nerveuse, va être licencié par Marcel Boussac. Et le coton en France, en fait, va avoir, si vous voulez, un cycle de vie qui va s'effondrer à la fin des années 70. Et l'affaire Christian Dior va d'abord être vendue séparée en deux. Boussac, pour gagner en trésorerie, va vendre les parfums Christian Dior à Moët et Chandon, avec Louis Vuitton, enfin vous imaginez. Puis il restera que le textile que va récupérer Bernard Arnault sur demande du gouvernement français au milieu des années 80. Et c'est comme ça que M. Arnault a commencé son ascension par Christian Dior. Donc je vous donne ces explications un peu préalables. Vous pourrez les retrouver sur Internet très facilement, vous me posez toutes les questions que vous voudrez. Mais ça explique que Christian Dior, couture ou parfum Christian Dior, c'est l'âme du groupe LVMH. C'est vraiment la volonté de Monsieur Arnault, quand il a récupéré la couture, il a voulu racheter en fait Parfum Christian Dior qui appartenait à Louis Vuitton, Moët Hennessy, pour rapprocher les deux et recréer cette pépite qu'avait créée Monsieur
Christian Dior. Donc, il y a un respect immense pour le personnage de Christian Dior et on dit souvent qu'au 30 Montaigne règne un petit fantôme, qu'il est encore là dans les ateliers. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, si vous voulez, de respect, comme disent les Américains, d'hommage à sa mémoire, de tribute. Je ne trouvais plus mes mots. Et donc, c'est vraiment un personnage hyper attachant. Alors, lui, d'abord, Christian Dior, il est né à Granville en 1905. Granville, donc moi, je suis originaire de cette région, c'est dans la Manche, c'est assez loin de Paris, 360 km. Et ses parents, en fait, avaient une propriété merveilleuse sur la falaise qui domine, en fait, les îles anglo-normandes de Chausey. Et donc, ils avaient cette très jolie maison que vous avez sous les yeux, avec du granit gris, avec un crépi rose, deux couleurs qu'on va retrouver chez Christian Dior. Et ça, c'est le paradis enchanté de l'enfance de Christian Dior. Il a été hyper heureux dans ce domaine qui aujourd'hui abrite le musée Christian Dior. Il y a une exposition en ce moment jusqu'au 4 novembre, Christian Dior, couturier et visionnaire. Et il y a une exposition tous les ans qui change, assez modeste en termes de nombre, mais vous pourriez y aller. Et quand vous rentrez, vous voyez là où il y a les petits personnages sur ma photo, quand vous rentrez dans le hall, vous avez en fait ce qu'on appelle un rums. Les rums, c'est en fait la rose des vents que vous avez sous les yeux qui a donné lieu à une collection signée Maria Grazia Chiuri en direction artistique, qui est donc la collection des petits bijoux plus accessible, c'est de la joaillerie plus accessible que la haute joaillerie, Rose des Vents. Et qui était vraiment l'âme de cette maison? C'était la mère de Christian Dior, Madeleine Dior. Elle lui a tout appris, elle lui a appris à dessiner, à aimer les fleurs, à aimer le raffinement. Et Madeleine Dior, elle était folle en fait du style dit néoclassique. Alors voilà, je vous ai mis aussi quelques photos de cet endroit vraiment, vraiment merveilleux. On voit ces pins, vous voyez cette mer. Donc c'est très mêlé de souvenirs aussi olfactifs. Il pousse du muguet dans les sous-bois. Il y a beaucoup de roses, les fameuses roses de Granville. Et Christian Dior disait, la maison de mon enfance, j'en garde le souvenir le plus tendre et le plus émerveillé. Ma vie, mon style, doivent presque tout à sa situation et à son architecture. Donc c'est à la fois simple, raffiné, protégé, protecteur. Ça donne de la force. Vous voyez, l'empowerment, qui est une des valeurs en fait de Dior, on la retrouve aussi dans l'ancrage de cette maison sur cette falaise de granit, dans un endroit finalement assez confidentiel qui mêle la mer et la montagne. Donc Madeleine Dior, vous disais-je, adore le style néoclassique. Ça, c'est important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que le style néoclassique est né au XVIIIe, quand on a redécouvert en fait Pompéi et Herculanum. Donc on a repris des triptyques, vous voyez, antiques, des grandes colonnes, des boiseries droites comme ce que vous voyez ici, vous voyez dans les codes de Dior. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi le style Louis XVI. Donc ça, il faut retenir ça parce que c'est tout le design de Dior qui va reprendre des médaillons, comme les chaises médaillons, comme cet ovale. Alors ce que vous avez au milieu, moi j'adore, c'est du merchandising fait par Victor Jean-Pierre dans les années 50 pour relancer les eaux de toilette Christian Dior. Donc, vous voyez plein de codes ici. L'ovale, le nœud, en fait, que portait Marie-Antoinette sur son corsage, souvent en diamant, un peu lavalière, qui dégueule un peu comme ça. C'était même un nœud que portait la maîtresse de Louis XIV. Mais tout ça, si vous voulez, c'est lié à quoi? À l'aristocratie, à la royauté, à la puissance, à Versailles. Et si on ne comprend pas ça, on ne peut pas travailler, si vous voulez, chez Dior et faire du marketing correctement. Ce gris que vous avez, il s'appelle le gris Trianon, parce que cette teinte de gris a été utilisée par Marie-Antoinette à Trianon. Elle avait une passion également pour les marbres de Carrare. Donc, vous voyez la présentation que vous avez sous les yeux, c'est une présentation pour gris Dior. Alors, gris Dior, voilà, un petit blotteur de la collection privée. L'ancien nom de gris Dior, eh bien, c'est le fameux gris Montaigne, c'est le premier nom. Mais le comité Montaigne, qui réunit toutes les maisons de l'avenue Montaigne, a demandé à Dior de ne plus l'utiliser, donc ils l'ont appelé, voilà, gris Dior. Donc là, vous avez déjà, vous voyez, pas mal de codes de la maison Dior. Le muguet poussait, vous disais-je, dans les allées de Granville. Donc le muguet, c'est un porte-bonheur.
Et bien sûr, Christian Dior, qui est très charmant, très romantique, il est hyper superstitieux. Par exemple, il va trouver une étoile, vous le savez certainement, sur le trottoir, en fait, de la rue Saint-Honoré quand il allait au rendez-vous chez Boussac. Il va voir un présage et il va accepter de travailler chez Boussac. Donc ici, vous avez le muguet qui est traité dans toutes les robes de Christian Dior de haute couture. Il y avait un petit brin de muguet en tissu qui était brodé. Le muguet, c'est aussi un porte-bonheur. Donc dans la collection privée, vous avez le fameux Lucky que vous avez ici. Et sur mon visuel, vous voyez que vous avez un plissé blanc. Bah, ce blanc, ce plissé, c'était vraiment un, un matériau que Dior utilisait énormément. Et ce blanc des clochettes, en fait, du muguet, il va le réutiliser pour tout son gifting. Donc on parlerait aujourd'hui de boxing, hein, mais tous les sacs Dior, vous le savez, sont blancs. Ils ont souvent une écriture soit grise, soit noire, mais le plus souvent dorée maintenant, hein, pour un peu plus de... Voilà, je commande pas tous les visuels, mais vous êtes vraiment au fait de la beauté et vous êtes capable de décrypter pourquoi les choses sont là. Alors ça, c'est intéressant. Vous voyez, quand on s'intéresse à Dior et la beauté, à Granville, il y a des roses et je vais vous les montrer. Elles sont ici parce que moi, j'en ai planté en fait dans mon jardin ici à Garches il y a 12 ans quand je me suis installée. Les roses s'appellent Jardin Granville. Elles sont dues à un très grand rosiériste qui les a mis au point. Et ces roses de Granville, en fait, aujourd'hui, elles sont pratiquement réservées à la production de Dior, comme les roses de mai pour la Colle Noire et pour le domaine de Manon à Grasse. Et on va utiliser un extrait, en fait, de ces roses de Granville pour infuser la gamme rose, la gamme Dior Prestige. Ça, c'est un ancien, vous voyez, packaging de Dior Prestige qui date d'il y a 12 ans. Et en fait, aujourd'hui, il y a eu toute une rénovation en fait de cette gamme qui est la plus premium. Et on y a rajouté une étoile porte-bonheur, mais qui n'est pas n'importe quelle étoile, qui est l'étoile de la Rose des Vents de Granville, hein. Vous voyez, c'est exactement le design. Ça, c'est très intéressant dans les codes. C'est le design de la joaillerie que je vous ai montré précédemment. Dans le produit que vous avez ici, vous avez en fait un actif encapsulé, hein, qui sont des microcapsules en fait d'extrait de rose de Granville. Et là, on a bien sûr le logo Dior avec la préciosité de l'écrin. Tout ça est ultra cohérent. C'est un très joli travail de rénovation qui a été fait. Alors la rose, je continue, c'est un peu mon fil rouge. Et là, j'introduis un personnage absolument clé pour comprendre le style de Christian Dior, qui est Marie-Antoinette. Son portrait ici à la rose, en fait, il adulait Marie-Antoinette, qui lui rappelait aussi la silhouette de sa mère, son raffinement, son côté léger. Elle adorait jouer, faire des charades, vous voyez, etc. Et vous avez ici, au travers donc de cette nouvelle Miss Dior, une sorte de nouvelle Marie-Antoinette. Donc les fleurs, le romantisme, le portrait de Marie-Antoinette à la rose, ça c'est très très présent chez Dior. Et je vous le démontre avec quelques portraits. Donc là, vous avez un portrait réel de Marie-Antoinette. Vous avez ici le portrait, enfin la transposition dans la série. Et ceci, c'est une collection qui date de 2014, Trianon, bien évidemment, puisque c'est là où elle se réfugiait, avec, vous voyez, cette grande perruque complètement piquetée de fleurs, un petit peu rococo, vous voyez, cette abondance de roses, ça c'est un look, ce qu'on appelle un look, c'est-à-dire un maquillage Dior de 2014. Et là, on est vraiment avec, vous voyez, cette position de la main, le visage très dégagé, les cheveux qui sont très travaillés, très sophistiqués, mais qui montrent comme un visage parfait. Et le dernier visuel qui est extrêmement récent, toujours avec, vous voyez, cette main posée un peu d'une manière raffinée, aristocrate, on est tout à fait dans un parallèle et finalement une sorte de muse omniprésente dans le maquillage de Dior. Par exemple, Dior Addict Be-Comics, ça fait 7 ans. Et bien, sur ce visuel-là, vous voyez que le mannequin, en fait, qui doit s'appeler Daphné Groswell, si je me rappelle bien, porte de la toile de Jouy. Nous sommes sous la direction artistique de Raph Simons. Et donc là, lui, il a complètement remis un peu, si vous voulez, à la mode les tissus fleuris. Et c'est ce que va confirmer complètement Maria Grazia Chiuri. On va le voir dans un instant. Sur votre droite, une photo de Kirsten Dunst avec justement ces indiennes, c'est une toile de Jouy
qu'adorait, hein, elle est produite à Jouy en Josas, qu'adorait Marie-Antoinette. Vous avez à gauche ici là des vrais motifs de toile de Jouy et ici celle qui a été magnifiquement réinterprétée et déclinée à l'infini par Maria Grazia Chiuri. Alors pourquoi est-ce qu'on en avait? C'est parce que dans ces photos très surannées des années 49, vous voyez que la boutique beauté, colifichée, accessoires était complètement juponnée, drapée de toiles de Jouy. Et ça, c'est une direction artistique de Christian Bérard, immense artiste, illustrateur qui était un grand ami de Christian Dior. Et vous voyez que Dior s'appelle Christian Dior partout à l'époque. Vous retrouvez le médaillon, vous retrouvez un peu de gris. Hein, vous essayez de repérer dans tous mes visuels les éléments en fait qu'on va synthétiser dans très peu de temps avec les codes. Donc cette toile de Jouy, elle va être utilisée donc bien évidemment dans le prêt-à-porter, déclinée sur la maroquinerie. Elle est modernisée à travers les animaux sauvages et cet effet jungle merveilleux. Et puis on va la retrouver aussi dans des éléments un peu plus premium en termes de beauté. C'est pas la beauté Dior complètement accessible parce que c'est connecté au prêt-à-porter. Donc on va l'utiliser sur la haute parfumerie et également pour des produits extrêmement exclusifs comme ce rouge à lèvres rechargeable, 490 €, une recharge à 60, c'est beaucoup plus que les Guerlain, les concurrents habituels. Mais ça, c'est un très joli travail, très cohérent, avec des objets de beauté, peut-être le boudoir de Marie-Antoinette. Enfin, vous voyez, pour moi, c'est un très bon, très très bonne manière de premiumiser en fait le make-up qui est finalement considéré généralement comme un luxe accessible, hein. C'est ce qu'on a appelé il y a quelques années le lipstick effect, le fait de rentrer dans le luxe par un produit à moins de 35 €. Aujourd'hui, c'est plutôt 45 €, mais avant, c'était le parfum, mais le parfum coûtait un peu plus cher qu'avant. Maintenant, c'est le rouge à lèvres. Alors, le rouge à lèvres, il commence aussi à devenir un peu inaccessible pour certaines bourses, vous le savez toutes et tous. Bon, à voir. Donc cette toile de Jouy, elle fait partie du patrimoine et puis il y a un autre élément qui est l'adresse. Vous voyez le petit immeuble ici, c'était un bar avant, un petit hôtel particulier devant lequel Christian Dior passait et il a déclaré à Marcel Boussac qu'il souhaitait absolument en fait s'installer là. Et puis il y a une extension, donc 30 avenue Montaigne, gris Montaigne, c'était une bonne idée. Il y a pas mal de rouge à lèvres aussi qui porte ce nom de Montaigne, on le reverra. Et donc là, vous avez des codes Dior importants avec le boxing blanc et puis l'immeuble assorti toujours, vous le voyez ici, du médaillon et puis ce bolduc blanc et or. Ce sont des couleurs très iconiques chez Dior. Alors quand Dior se lance dans ce 30 avenue Montaigne, il va proposer cette silhouette qui a servi un peu d'introduction à notre conférence, le New Look, qui est bien sûr l'objet d'un élément de haute parfumerie. Et donc, It's such a new look, c'est une citation de Carmel Snow, qui était éditrice en chef du Harper Bazaar et présente à la première collection en février 47 de Christian Dior. Donc, ça vaut bien aussi un grand parfum. D'ailleurs, notez que la forme, vous voyez, de ce flacon, c'est un flacon en fait des années 50 qui portait un bouchon en bakélite et qui va servir, le moule va servir pour sauvage, ça vous a pas échappé, j'imagine bien. Ce qui est très intéressant, c'est de comprendre la vision de Christian Dior pour la beauté, pour sa mode, mais pour la beauté. Il a pensé que la femme devait être à nouveau élégante. Elle ne l'avait pas été dans toutes ces années de pénurie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il va réintroduire une silhouette très Marie-Antoinette, une silhouette ultra féminine, et féminine from tip to toe. Ça veut dire qu'on a peut-être un chapeau, qu'on a, comme vous le voyez sur le visuel du New Look, on a bien évidemment des gants, on a des collants, on a du vernis jusqu'au bout des ongles, on a des souliers parfaits signés Roger Vivier ou Delman, qui était un bottier un peu oublié aujourd'hui. Tout ça, vous avez des illustrations du grand gruau. On a aussi eh bien, une gaine. Alors ça, c'est la gaine, vous n'avez pas connu ça, mais c'était la torture, c'est en fait la transposition du corset. Et oui, il y a énormément de féminité, de raffinement. Mais c'est génial pour vendre du parfum, du make-up, voilà, des soins, des cosmétiques. C'est une racine très forte, ce raffinement, cette élégance de la marque Dior qui fait vraiment la part belle à un business très prometteur. Deux publicités, peut-être à 70 ans d'intervalle.
Voilà, il manquait un vernis à ongles, le voici. Et vous voyez qu'on retrouve mon médaillon sur le label, hein, sur l'étiquette. Et exactement le même, si vous voulez, la même préhension, avec le même raffinement jusqu'au bout des ongles. Et ce qui est très, très intéressant, si vous regardez bien, c'est que les bracelets de perles, c'est de la bijouterie fantaisie que vendait Christian Dior, qu'on va retrouver autour du cou de Charlize Theron dans The Future is Gold. Vous savez, quand elle monte, elle fait du pole dance, en gros, hein, je résume dans la pub, j'adore. Donc, c'est ces perles qui vont aussi se lâcher et qui montre un sentiment de liberté. Une des valeurs aussi de Dior. Hein, et quand Maria Gratiaciuri a été critiquée en disant We all feminists, c'est une erreur de compréhension marketing, car la liberté est une valeur qui est là depuis très longtemps. La beauté, l'élégance, c'est ce qui donne de la liberté aux femmes, et sans être revendiquant comme l'était Saint-Laurent, il a vraiment, si vous voulez, donné de la confiance en soi aux femmes, de l'assertiveness, pour peut-être ensuite passer à de l'audace et à de la liberté, c'est très, très net. Mais Dior, c'est avant tout, bien sûr, ce raffinement à travers ces deux visuels, où on voit d'ailleurs le pied de poule. Le pied de poule, c'est le motif qui se forme sur un costume Prince de Galles qu'affectionnait Christian Dior. Vous voyez, là, j'ai un petit foulard que j'adore. C'est un de mes foulards vintage, donc il y a les rambardes et il y a bien évidemment un nœud à la Marie-Antoinette, il y a des médaillons, il y a Paris et il y a ce motif, voilà, pied de poule qui est, et même pied de coq parce que celui-là est gros, parce que c'est vraiment ce qui se dégage quand vous croisez des fils en fait sur un costume Prince de Galles. Je vous montrerai tout à l'heure ce Prince de Galles. Voilà, Gridior aussi, c'est du brand content récent. Vous voyez le rose, le plissé, les rubans, la couture, la haute couture. Ça, c'est une excellente communication. Et c'est signé Christian Dior, la haute parfumerie. C'est pas signé Dior. Voilà, on a ici aussi un visuel très intéressant, selon moi, puisque vous avez Dior Addict classique, vous avez ici, en fait, la toile oblique, hein, qui est déclinée en rose pastel, et la couleur pastel, tous les pastels, le lilas, l'amande, le rose pâle, c'était les couleurs qu'affectionnait Marie-Antoinette. Vous avez ici aussi un code très utilisé depuis une vingtaine d'années, qui est le canage. Canage ici, vous voyez, des chaises de défilé qui étaient utilisées dans toutes les maisons de couture de l'époque. Et puis, vraiment la forme iconique du rouge à lèvres Addict. Donc, les couleurs de Dior, il y en a plein d'autres, hein, mais celles-ci sont les plus importantes. Alors, vous n'avez pas besoin de moi pour le blanc, pour le rose, le gris, ça vous avez compris. Le bleu marine, ça, ou les bleus, et même le bleu jean, c'est un peu plus, peut-être un peu moins évident, mais quand vous regardez la toile oblique et toute la maroquinerie qu'a relancée Maria Grazia-Chiuri, c'est très présent. Donc, les boîtiers, ils sont pas noirs hein, chez Dior, ils ont un petit reflet bleu de Prusse, vous voyez, assez puissant. Les rouges, alors le rouge, en fait, c'est un combat avec Chanel depuis toujours, un combat avec Armani, un combat avec Chanel. Le rouge, c'est notre rouge, l'effet lipstick. Hein. Donc là aussi, eh bien, chez Dior, on parle du rouge Trafalgar. C'est un parfum qu'ils ont lancé parce que Trafalgar, c'était une de ses exclamations favorites. Et bien sûr, l'or. L'or, j'adore Dior, en fait. Hein, Dior, qui est vraiment son vrai nom patronymique. On a ce qui nous rend précieuse, ce qui nous rend désirable, ce qui nous rend unique, l'or et tout ce que cela comporte en termes de sémiologie, bien évidemment. Donc, si je résume un tout petit peu les codes que j'ai évoqués là, l'air de rien, hein, on a les nœuds. Alors, les nœuds chez Dior, il y a un nœud particulier. Le nœud Lavalière, vous l'avez compris, c'est ce nœud un peu lâche de la maîtresse de Louis XIV qui avait noué ses cheveux d'une manière, voilà, un petit peu poétique aux côtés du roi Soleil. Et puis, c'est devenu un nœud très à la mode en cours pendant 2 ou 3 siècles. Le nœud poignard, il est plus original. C'est un nœud, en fait, qui ne comporte qu'une seule boucle et qui est coupé en flag sur les côtés. Et ça, c'est très, très Dior. Hein. Donc voilà, ça, c'est un petit flacon de Miss Dior Parfum. Les fleurs, d'abord le muguet et les roses, le médaillon du style néoclassique, la toile de Jouy revisitée, la toile oblique merveilleuse que vous avez ici. Alors là, l'exemple que j'ai pris, il n'est pas oblique, mais c'est la toile oblique, on va la revoir. On a le canage, donc avec mes chaises de défilé,
qui ont été utilisés pour le sac Lady Dior en 1995 et déclinés à l'infini sur les bagues des rouges à lèvres, ici, bien sûr, sur une poudre de soleil, sur les blushs, partout. Le flacon amphore, je vais y revenir dans un court instant. Hein. Donc ça, c'est l'amphore de Baccarat qui a servi en fait au départ à Miss Dior et puis aux autres parfums, Durissimo entre autres, et qui ensuite a été inspiré, enfin qui a servi d'inspiration à Hervé van der Straeten, un immense designer qui a dessiné le premier flacon J'adore en 99. L'imprimé Panthère, j'y viens dans un instant, et l'étoile, justement, l'étoile qui porte tellement chance. Voilà une petite miniature, vous voyez, développée par une de mes anciennes étudiantes, Marine Petit-Fils, pour Dior, pour Noël. Hein, c'est un petit cadeau, mais il y en a absolument, absolument partout. Un autre exemple aussi que j'aime bien, c'est un blotteur qui date de l'année dernière avec le fameux nœud poignard pour Miss Dior, pour moderniser, pour attirer, si vous voulez, des clientes un tout petit peu plus jeunes. Voilà, donc on a aussi, au-delà de ces codes, des produits piliers, des produits iconiques. Le Lady Dior, il ne faut pas l'oublier, le Saddleback qui revient périodiquement. Bien sûr, le parfum Miss Dior, voici le premier Miss Dior dans son flacon rectangulaire. Ça, c'est du verre. Il y avait un flacon en cristal qui avait été fait par Baccarat. Si j'approche un peu, vous voyez que partout, on a le motif de pied de poule. On a une étiquette d'écolier parce que c'est ce qu'il a décidé de prendre. Et ce flacon, là, vous voyez ce bouchon, pardon, un peu biseauté, ça c'est très 18e siècle. Hein, on l'utilisait beaucoup pour fermer des carafes ou autres. Donc il y a toujours cette influence du 18e qui est très présente. J'adore Sauvage, La Tribale, qui a vraiment été marquante. J'adore, qui est une nouvelle signature sur énormément d'éléments de prêt-à-porter, le Book Tote Bag, j'en passe et des meilleurs. Alors, je développe juste un code qui est le motif panthère. Hein. C'est pas pour rien que je vous ai mis un petit chemisier baby cat, dirait Saint-Laurent. Mais la panthère, en fait, c'est un imprimé qu'adorait Monsieur Dior. Vous le voyez ici en 1948 et vous voyez qu'il a déjà un coupon de chez Mendes avec beaucoup de panthères. Et il a lancé vraiment la mode, mais à travers toute la société mondiale, de cet imprimé Panthère. Alors, ça date de Christian Dior, là, les 3 premières images. Ensuite, ça date de 2021 et 2023. Donc, il y a tout le temps, si vous voulez, on va relancer, et ça, c'est très récent, c'est 2023, hein, tout ça. On va tout le temps relancer cet imprimé Panthère, il est vraiment bankable, et bien évidemment, après, tout le monde s'en sert partout. Et voilà le blotteur, vous voyez, qui va avec pour 2023, qui a été développé toujours pour la haute parfumerie. Les formes chez Dior, l'amphore, dont je vous parlais. Donc là, vous avez une image des années 50. Vous voyez les 3 amphores, alors vraiment en baccarat avec du verre colorisé, transparent, tout ça est en cristal. Ici, un travail de merchandising fait toujours par Victor Jean-Pierre, qui était un génie dans toutes les expos Dior. Si vous allez à la galerie, vous allez trouver plein d'exemples. Et c'est cet amphore Dior, bien sûr, qui va servir de modèle à J'adore. Voilà, donc là, vous avez l'exemple. Alors, il y a deux sources pour J'adore. Il y a un flacon, en fait, Charles X, qui est un flacon piriforme. L'amphore, donc, de Baccarat, utilisé en 47. Et là, je vous ai mis, en fait, un nouveau travail que j'aime beaucoup, qui a été fait par la designer India Madhavi cette année, pardon, pour relancer un peu l'intérêt sur l'absolu. C'était avant Rihanna. Voilà. L'approche patronymique de Christian Dior, alors les noms qui sont utilisés, c'est un peu compliqué quelquefois. Christian Dior, ça a été utilisé, je vous ai mis une ancienne étiquette, non, je ne l'ai pas mise. Bon, alors, si, elle est là. C'est parce que je ne la vois pas avec voilà, l'ancienne étiquette de Dior. Christian Dior, on va l'utiliser aussi pour signer, vous voyez, des éléments de luxe intermédiaire comme le Book Tote Bag. Ça a une vraie valeur. On va très souvent signer Dior, comme vous le voyez ici, en termes de signature de marque. Alors avant, ça c'est une boîte qui a 5 ans. Avant, c'était souvent avec des minuscules. Maintenant, il y a beaucoup de majuscules pour affirmer un peu la puissance de Dior. Ça, c'est assez fréquent. Et puis, vous allez avoir, bien évidemment, Chris,
Alors, Chris, vous le connaissez plus, mais Galliano l'utilisait. Et puis, Chris 47, même, il appelait ça Chris 47. Ça a été utilisé, c'est tombé en désuétude. Et là, vous avez Tian Dior, par exemple, j'adore. Voilà, le logo CD qui est très présent. Mais vous voyez que ça, cette publicité que je vous ai mise, ça date en fait de la fin des années 70. On utilisait déjà Dior sans Christian pour le make-up, hein. Voilà, donc un champ sémantique aussi très contrôlé. Ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que Dior a une influence dès le départ anglo-saxonne qui dénotait et qui donnait en fait de la modernité. L'Amérique était bankable à l'époque, tout le monde voyageait, Chanel y a été, Dior y a été. En fait, ils avaient des liens très forts avec Saks, Neiman Marcus, etc. Et donc, l'influence a donné New Look, Miss Dior, Lucky, Iconic Glow, Dior Backstage. On n'a plus Dior Skin, mais on l'avait il y a très très peu de temps. Et on a aussi une marque qui va utiliser en fait son radical comme Danone, hein, Danone a beaucoup utilisé Danup, ce genre de choses. My Dior, Archi Dior, alors vous me direz, c'est pas la beauté, j'aime Dior, mais Diorissimo, Diorella, Dior Dior, Diorling, Dior Essence, Dior Ever, Dior Show, Dior Addict, tout ça, ce sont des noms qui sont, vous voyez, très, très présents. Alors, je vous ai mis en rose Capture, parce que Capture, c'est une franchise qui marche bien, enfin, qui pourrait marcher mieux, mais qui marche pas mal. Et donc, elle échappe complètement à ce que je vous ai dit. Et le deuxième, ça me fait rire, Capture et Sauvage, excusez-moi. Voilà, alors Miss Dior, ça c'était l'illustration hein, avec Dior. Et au Sauvage, je vous présente ici des pubs anciennes signées massivement Gruau, qui est un de mes affichistes préférés, avec le fameux Anatole, qui était ce personnage dessiné par Gruau. Et donc, de Au Sauvage, eh bien, Dior a généré Sauvage. Donc, Capture et Sauvage, voilà, ces deux noms qui ne sont pas tout à fait dans le corpus de ce que j'ai pu vous décrire. Les valeurs de Dior, on les a balayées. Élégance, raffinement, sens du détail, excellence, c'est parfait. Extravagance également, on est dans la provocation. Vous avez une publicité ici de 2002 qui avait été souhaitée par Galliano. Hein. Galliano a énormément secoué la Belle Endormie, il a eu bien raison et on lui doit beaucoup. Affirmation, puissance, empowerment. La femme Dior, c'est une femme qui est une princesse puissante, qui prend en fait beaucoup d'assurance à investir dans son élégance et dans sa beauté. Ça va jusqu'à l'audace, au non-conformisme, à la liberté et au féminisme. Hein. Donc c'est une maison très intéressante sur le plan des valeurs. Et quoi que vous fassiez, nous disait Christian Dior, faites-le avec passion. Je vous montre quelques citations. Respectez la tradition et osez l'insolence, car rien n'irait sans l'autre. Ça, ce sont des phrases de Christian Dior que vous pouvez retrouver dans son autobiographie, Christian Dior et moi, qui est génial. Vous voyez, Gris Trianon, voilà, médaillon. Je révise avec Véro, hein, j'en profite. Le bonheur est le secret de toute beauté, un peu comme Benefit. Il n'y a pas de beauté sans bonheur. Et après les femmes, les fleurs sont les créatures les plus divines qui soient. Voilà, alors je voulais terminer ce petit exposé par une conclusion, peut-être que vous attendiez, avec J'adore Dior qui a fait tellement l'actualité et tellement d'excellents échanges dans notre chat, j'ai adoré, je trouvais ça très très passionnant. J'adore, c'est une franchise incroyable, un énorme bouquet de fleurs blanches, voilà, ça c'est un des blotteurs, vous voyez, qui évoque le jasmin et l'or, avec ce nom formidable que l'on doit en fait à Galliano, j'adore, mais j'adore avec un petit accent, vous voyez, anglo-saxon, saxon, pardon. Donc ici, vous avez toutes les campagnes auxquelles Kevin faisait référence, Carmen Caz, Tchouk Tchouk, d'où la réflexion que je n'ai pas faite moi dans le chat, mais Kevin l'avait fait. Et puis l'arrivée en 2004 de Charlize Theron qui va maryliniser, qui va glamouriser en fait le parfum et qui va permettre en fait de recruter, vous voyez, des clientes beaucoup plus sophistiquées. Mais c'est en fait ça a été un travail. Elle a fait 20 ans d'un boulot, mais je trouve moi extraordinaire, Charlize Theron, parce qu'elle a su, si vous voulez, à chaque fois répondre aux objectifs de renouvellement de la clientèle, de recrutement, de fidélisation. C'est vraiment un très très beau travail marketing sur ce parfum. En 2007, c'est très sophistiqué. Vous irez revoir la publicité qui n'est pas dans le chat. Merci encore, Mélissa, parce qu'elle met les références. Mais c'est très hôtel particulier, très 18e. Et puis, Libération, vous voyez, elle arrache
finalement sa guêpière, son collier, et elle se retrouve nue. Donc il y a un côté nudité, naissance, que vous retrouvez dans la dernière publicité, vous voyez, où Charlize Theron va sortir en fait de l'eau. Ça, c'est vraiment la genèse, mais toujours en étant hyper sophistiquée, haute couture, avec sa robe en lamé doré. Ça, c'est complètement rebrodé. Et donc, en 2019, vous avez pour les 20 ans de la marque une campagne que j'ai trouvée, moi, assez excellente. Je ne vais pas vous faire l'analyse de J'adore, hein, je n'oserais pas. Mais vous voyez, au départ, en 99, Carmen Cass, elle est très froide. Elle est dans un bain d'or. Elle a le collier Massaï qui fait référence bien évidemment à Galliano, qu'on retrouve sur le haut de son flacon. Et en fait, ce bain d'or, c'est la puissance. Pourquoi c'est la puissance? Parce que c'est le bain qui va donner de la beauté à une certaine Cléopâtre. Je vous assure, j'ai pas pris de psychotrope, mais c'est quand même exactement ce qui a été voulu. Ce bain, vous voyez, ce temps pour soi, mais très très raffiné. Vous vous rappelez, elle chaloupe un peu à la surface, et elle peut vous dire avec son doigt pointé sur le flacon, où est la vérité, où est le bon chemin. Le doigt qui montre, c'est le doigt qui montre le bon choix. Et ça, c'est très fort commercialement. Je peux vous dire que c'est très efficace. En 2021, c'est différent. Charlize Theron se retrouve un peu dans le harem, le gynécée avec ses suivantes, avec tout le monde est très très raffiné. Et elle, dès qu'elle se plonge dans ce bain d'or, ce bain de j'adore, elle s'anime. Au départ du spot, vous le regarderez, tout est figé. Et tout d'un coup, tout le monde, en fait, s'anime énormément. 2011, 10 ans avant, ça a été J'adore qui vous a ouvert les portes de Versailles. Et cette femme, Charlize Theron, comme une star, très très pressée, etc., elle va arriver sur le catwalk et elle va se parer d'une sophistication énorme et d'une détermination énorme grâce à quelques gouttes de son parfum. Ça, c'était vraiment superbe. Et moi, ce que j'ai trouvé, bon voilà, les différents visuels, hein, ça, c'était en 2022, le parfum d'eau, ça a été merveilleux pour introduire la naturalité tout en restant dans des codes de blanc, de pureté. Voyez, je me parfume différemment avec ce côté un peu naturel, sophistiqué. Franchement, ils assurent, les gars, ils sont trop forts pour moi. Et puis, ce qui nous est arrivé, merveilleux. Donc, je vous ai mis là les deux visuels, vous voyez, de 2011. Le visuel avec Rihanna et l'arrivée avec Rihanna. Le film, vous le connaissez par cœur, vous avez dû le voir 100 fois. Il est merveilleux d'ailleurs, hein, ce film. Et elle fait une prestation que je trouve, moi, vraiment extraordinaire. Ce visuel-là, c'est 2015. Parce que Rihanna, elle a fait un travail formidable avec Raf Simons. Elle a présenté le sac Diorama à l'époque, vous voyez, avec le Radical Dior. Et donc, dès 2015, elle était dans Secret Gardens 4, l'opus 4, dont je vous ai mis la référence, enfin, grâce à Mélissa. Et donc, en fait, sa présence, elle est complètement légitime à Versailles. C'est la nouvelle Marie-Antoinette, elle a un corset, elle est dans le raffinement, la préciosité de Dior. Et moi, je trouve que ce travail, il est assez incroyable. Euh, la seule petite restriction que je peux faire, c'est qu'il y a des images qui, en ce moment, cohabitent avec celle-ci, où Rihanna est un peu différente, elle est brune pour Fenty Beauty. C'est un peu dommage parce qu'il y a un peu deux types d'images, mais franchement, c'est absolument fantastique et c'est bien l'esprit de Dior, cette modernisation, cette inclusivité, cette internationalisation. Et ils ont fait un travail formidable. Alors, le dernier conseil, puisqu'il est 15 que je vous donnerai, c'est une phrase de Christian Dior. Ceux qui me connaissent savent que ça me tient à cœur. Quoi que vous fassiez, faites-le avec passion. Et maintenant, place à vos questions, chers amis. Merci beaucoup, Véronique. Mais enfin, moi, j'ai littéralement bu vos paroles. La conférence était ultra passionnante et Merci, Mélissa. les commentaires. Alors, oui, voilà, Gabriella avait posé une question sur ce que vous pensiez de la campagne, de la nouvelle campagne avec Rihanna, mais on pourra en reparler. Moi, j'avais d'abord deux questions qui sont un peu plus sur les codes et après, on pourra revenir sur Rihanna parce qu'évidemment, on savait très bien que ça allait être un sujet de débat. Bien sûr. Mais du coup, là, moi, c'est une des questions que je me pose, c'est comment on assure la continuité d'une maison comme ça lorsqu'on a des directeurs artistiques qui s'enchaînent et qui sont très différents. Donc, on sait que chacun veut donner à la fois sa touche personnelle, mais en même temps, il faut qu'il y ait une continuité finalement.
Ouais, c'est une super question. C'est la grande difficulté en fait des maisons de luxe. Mais alors là où Dior, si vous voulez, aide voilà, les choix de l'actionnaire, c'est qu'en fait, Dior, c'est une maison qui est à la fois très calme, très élégante, en apparence assez lisse, hein, parce que quand vous prenez les années de Marc Bohan, après le départ d'Yves Saint-Laurent, il ne s'est pas passé grand-chose pendant 30 ans, et puis la maison ne s'est pas effondrée pour autant. Mais Monsieur Dior, quand il a mis, si vous voulez, ce new look avec des mètres de tissu superfétatoire qui étaient hyper choquants, il y a eu des hordes de femmes qui sont arrivées pour couper le tissu qui était en trop. Et donc, la provocation était déjà là. Donc, monsieur Arnaud, il a pris une décision incroyable. Et moi, je me souviens de ça parce que j'avais un de mes meilleurs amis qui était le patron opérationnel en fait de Givenchy, qui avait repéré Galliano et qui l'avait fait rentrer en fait chez Givenchy au départ. Et monsieur Arnaud, en ayant assisté à une des premières présentations de Galliano, a dit c'est le mec qu'il me faut pour Dior. Donc il l'a réimporté, laissant mon copain Richard Simonin furieux, parce qu'il a dû se taper après Alexander McQueen. Je peux vous dire, c'était un autre pastis. Mais en fait, Galliano, lui, la première chose qu'il a faite en 99, bon, il a fait sa collection Maasai géniale, et après, il a mis dans les vitrines de Christian Dior deux femmes, en fait, deux lesbiennes qui s'embrassaient, provoquant mais un tsunami, parce que 99, c'était pas facile, et il avait tellement raison, et elles s'embrassaient, et elles étaient habillées en toile oblique Dior. Donc tout le monde a crié au scandale, puis après 3 mois, quand ils ont vu le succès que Dior avait avec Galliano, tout le monde s'est dit « Oh mais c'était génial, ta 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 ». Bon, voilà, c'est la post-rationalisation qu'on connaît. Et en fait, quand Galliano a des débordements insupportables au Café de la Perle, bon, il est malade, il va être soigné, il y a une période sans rien parce qu'il faut attendre un peu que ça se calme. Et après, ils vont faire appel à un créateur que moi j'ai adoré, mais qui n'est pas sympa du tout, qui est Raph Simons. Et Raph Simons, il va aller rechercher, lui, non pas la provocation de son prédécesseur, mais l'élégance de Christian Dior. Retour de la voilette, retour des nœuds, retour de l'abondance. Vous voyez, de fleurs, c'est Nathalie Portman avec toutes ses robes et tout, ça c'est Raph Simons. Et Maria Grazia, elle, c'est une super businesswoman. C'est-à-dire qu'elle a compris qu'il fallait d'abord vendre. Donc, elle a fait beaucoup de toiles obliques. Vous voyez, elle a repris le saddlebag, elle l'a repris. Et après, elle a mis sa patte, hein. Elle a aussi été chercher une autre valeur qui n'était pas activée. We All Feminist, qui correspondait au côté audace, provoquant, mais moins. Elle a repris aussi des éléments traditionnels, un peu comme avait fait Raph Simons avec les poupées de mode pendant le Covid. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Elle a occupé le devant de la scène. Elle a fait faire aux ateliers qui étaient furieux toutes les poupées de mode que utilisait Monsieur Christian Dior pour montrer ses modèles aux US. Donc en fait, c'était tous les modèles de Dior, mais en mini, et on pouvait les mettre, si vous voulez, sur le net. Donc en fait, tous ces créateurs, eux, il faut qu'ils aient du caractère, parce que c'est eux qui déterminent le côté, si vous voulez, qui fait rêver, c'est-à-dire le luxe inaccessible, et qui maîtrise la déclinaison jusqu'au lipstick, jusqu'au parfum, etc. Mais ça, c'est vraiment la difficulté, hein. Vous mettez le doigt dessus, hein, ça. Ah, je vous entends plus. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Moi, je vous ai plus. Mais je crois Aïe, aïe, aïe. Ah, ça y est, c'est revenu. non, Mais il faut que vous Alors, répétiez parce que j'ai oui, pas eu le début. pas de souci. Je disais qu'on a une question intéressante de Pierre qui nous disait comment expliquez-vous que la marque de beauté continue à s'appeler Christian Dior et en mode et en maroquinerie, on utilise simplement Dior. Faut que vous parliez plus fort parce que j'ai un son, mais trop loin. Pourquoi est-ce qu'on utilise Christian Dior pour la beauté et Dior pour la maroquinerie et la mode? Alors, en fait, la maison s'appelle Parfum Christian Dior. Et donc, c'est un choix qu'ils ont pris. Et en fait, au départ, euh, ils ont voulu faire une rupture quand Galliano est arrivé et ils ont appelé Dior. Et il y a pas, si vous voulez, il y a eu aussi toute une période où les parfums et le make-up, enfin, pas le parfum, le make-up, c'était Dior. Et moi, je leur ai posé la question en direct quand je m'occupais de la chaire LVMH, en fait, à l'ESSEC, et personne n'a réussi à me répondre. Parce que, vous voyez, ce qui est étrange là, on a un blotteur, Christian Dior, qui est le blotteur général pour les parfums, mais on a de temps en temps que Dior sur certaines images, et moi, je scrute et je n'arrive pas à trouver la règle, en fait. Vous avez Dior Prestige, c'est pas Christian Dior Prestige. Vous voyez, donc en fait, il joue un peu sur les deux tableaux. Je crois qu'il faut qu'on arrête de se poser la question, mais c'est une excellente question. Et je n'ai pas la réponse parce que je ne crois pas qu'il l'utilise. Alors, il y a une autre question de Clémentine
Bon, déjà, elle vous remercie pour cette conférence passionnante. Est-ce que Merci, la Clémentine. est-ce que la collection privée parfum est toujours aussi pertinente versus tous les derniers lancements de collections de parfums par des maisons de mode comme Balmain, Fenty, Rabanne, Valentino? Est-ce que l'héritage de la mode est suffisamment représenté autant que sur Miss Dior ou J'adore? Bon, alors, en fait, si vous voulez, l'idée, c'est que il y a un investissement sur la parfumerie de niche qui est important et qui se développe énormément en Chine et au Moyen-Orient en ce moment. Donc nous, Européens, on voit un essoufflement, une multiplication en fait des initiatives, mais c'est plus pour moi, par exemple, Balmain, en fait, il relance Balmain. Et il relance en le positionnant très très premium, ils ont raison. Mais Balmain, ça fait 4 fois qu'il se relance. Vous ne le voyez pas parce que vous êtes jeune, vous avez de la chance. Mais moi qui suis vieille, j'ai vu, si vous voulez, moi je suis collectionneuse, donc, et j'adore Vent Vert, par exemple, comme parfum. Mais Vent Vert, j'ai toutes les séries Vent Vert. Donc, Balmain, il ne pouvait pas ne pas avoir de parfum. Donc ça, c'est un exemple un peu différent. Mais c'est vrai qu'il y a une surabondance. Et la collection privée de Dior, ben moi, je suis un peu d'accord avec vous. Je pense qu'il va falloir s'en occuper, FISA, parce elle est assez étendue. Elle représente le patrimoine de la marque, donc elle a un effet d'image plus que d'effet de chiffre d'affaires, mais il n'y a pas de raison. Et j'espère que Monsieur Kurkdjian, qui est un des parfumeurs les plus doués de cette génération, va vraiment s'en occuper. Là, il était sur J'adore, il y avait du boulot. Il y a sa maison aussi. Mais je crois qu'il faut faire quelque chose de cette collection privée parce que il y a beaucoup, par exemple, Hermès, ça fonctionne mieux. Il faut pas perdre de vue le parfum et l'importance du parfum. Voilà. Mais J'adore et Miss Dior, c'est des grosses franchises, hein, c'est du La Vie est belle, enfin voilà, je vais pas vous l'apprendre, hein. C'est différent. Bah justement, exactement, en parlant de ça, moi, bah, on s'en était parlé un petit peu avant, mais ce qui est un petit peu, pour moi, novateur pour la maison Dior, c'est que contrairement à beaucoup de maisons de luxe aujourd'hui qui se lancent sur le secteur de la beauté, Dior a lancé toutes les catégories en même temps. Et il n'a pas lancé la beauté bien après comme certains, parce que justement, la beauté est une catégorie d'appel avec des prix beaucoup plus accessibles qui permettent de vivre une expérience de luxe et de recruter pour d'autres catégories plus chères par la suite. C'est quelque chose, voilà, un petit peu, je pense, qui est propre à la maison. Ouais. Alors, ça, vous avez 100% raison. En fait, on oublie que Christian Dior était vachement innovant. On parle beaucoup d'Armani, vous savez, qui a lancé sa maison sous forme d'univers avec plein d'éléments différents, allant jusqu'au chocolat et aux fleurs. On l'oublie, mais il avait une vision très, très moderne. Mais Christian Dior, plus que lui, parce que la lingerie, les bas, les souliers, le vernis, le make-up, enfin les rouges à lèvres, parce qu'à l'époque, c'était rouge à lèvres et vernis. Ça a été lancé, mais vraiment pratiquement tout de suite, hein, 49, 50, tout était déjà lancé. Moi, ce que je trouve, Mélissa, mais je ne sais pas ce que pense la communauté, c'est qu'ils sont pas assez tournés vers les jeunes. Je trouve que Dior, ils font une grave erreur. Avant, il y avait Addict, Be Iconic, et là, ça s'essouffle. Le teint, c'est pas très inclusif. Enfin, moi, je pense qu'il faudrait quand même investir un peu, vous voyez, même à perte, entre guillemets, c'est-à-dire avoir des prix un peu plus accessibles, en tout cas lancer quelque chose qui s'adresse à toutes les femmes, parce que la beauté doit aussi être un peu partagée. Mais pour ça, il faut être généreux, donc c'est un autre débat. Oh, c'était ma dernière question. Après, il y a des questions dans J'ai un petit problème de le chat. son à nouveau. Ah là là. Je me rapproche, vous entendez mieux? Ouais, c'est bizarre, hein? C'est justement en parlant de ça, de catcher les jeunes, entre guillemets, c'est ce que je trouve difficile aussi pour ce type de maison, c'est comment trouver le juste équilibre entre patrimoine, histoire, héritage et modernité. Ah ouais, alors ça, c'est aussi, ça, c'est la grande alchimie. Donc moi, c'est pour ça que j'ai toujours, en fait, si vous voulez enseigner, quand j'enseigne le marketing du luxe, j'ai toujours fait référence un peu à l'histoire, mais aussi à la sociologie et au temps. Et là où vous avez raison, par exemple, quand on voit le travail qui a été fait par Fenty et ce côté pionnier qu'elle a, bah, j'espère qu'ils vont lancer assez vite des gammes de maquillage ouvertes sur le monde, accessibles à tous, parce que ce serait dommage d'avoir Rihanna sous contrat sans prendre en compte finalement ce qu'elle rayonne, elle aussi, parce que elle est un symbole extrêmement important. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça. De temps en temps, vous savez, ils se plantent, hein. Ils ont par exemple
quand Monsieur Arnault a racheté Patou, ils ont utilisé Joy, qui était le parfum iconique, Joy de Jean Patou, c'est le parfum merveilleux, le plus cher du monde. Ils ont fait J'adore Joy, et ils ont mis beaucoup de calogne, des notes océaniques, pourquoi pas, mais ça s'est pas super bien passé pour eux. Donc là, ils ont une opportunité de modernisation. Je dirais il y a vraiment une spokesperson, une ambassadrice exceptionnelle. Et j'espère bien que justement, ils vont savoir traduire cette modernité. Alors, par exemple, Samantha me dit, pensez-vous qu'elle pourrait faire pareil pour Dior Beauté? Je ne pense pas qu'il faut qu'elle soit, si vous voulez, l'ambassadrice de Dior Beauté universelle. Elle est J'adore, il ne faut pas perturber trop Non, les mais là, choses. c'était sur Léna Situation. En fait, elle disait, parce que donc il y avait deux Ah, questions. D'abord, est-ce que vous pensez justement que c'est pour ça qu'ils ont pris Rihanna pour attirer plus de jeunes? Probablement, ça c'est quand même moi, je crois. Et c'est surtout pour le marché américain hein, aussi. oui, Ça aussi. n'aura Mais échappé à ensuite, personne. Ouais. voilà, il disait, il y a Samantha qui dit, il y a une communication avec Léna Situation qui a redynamisé Dior Couture auprès des jeunes. Qu'en pensez-vous? Ouais. Pensez-vous qu'elle pourrait faire pareil pour Dior Beauty? Ouais, pourquoi pas? Ah oui, c'est Lena Situation. Ah, j'adore. Bah, franchement, ça ferait du bien. Vous voyez, faut aérer un peu, hein. Parce que Dior Prestige, bon, c'est bien pour les vieilles comme moi. Ensuite, est-ce que vous êtes folles de capture les unes et les autres? Je vous entends pas trop en parler, hein. Alors qu'il y a des bons produits. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai ça. Le baume de l'abricot de Dior. Bah, ça, c'est un super produit. Et personne ne le sait. Et c'est pas très cher. Ils l'ont oublié dans un coin, ils l'ont pas trop augmenté le prix. Mais je pense qu'il y a des choses qui pourraient être faites. Parce que c'est quand même une marque. Il y a un mec génial dont j'ai pas parlé des maquilleurs, mais Peter Phillips, c'est l'homme le plus délicieux de la Terre. C'est un grand créateur de make-up. Franchement, il a fait des merveilles chez Chanel, il fait des merveilles chez Dior, mais il faudrait voilà, avant qu'il ne prenne sa retraite, il faut qu'il apporte vraiment pour les jeunes générations. Il y a tellement d'innovations, il y a tellement à faire. Parce que après, ça va tomber. Mais d'ailleurs, ce que je trouve, moi, qui je trouve assez étonnant avec la maison Dior, c'est que du coup, ils acceptent quand même de prendre Rihanna en égérie, qui a sa propre marque dans le groupe LVMH, et Francis Kurkdjian, qui a aussi, lui, sa propre marque. C'est quand même assez atypique comme Non, mode mais de fonctionnement. je pense que, comme il y a, si vous voulez, Monsieur Arnaud décide, quand il est sous le charme, tout est possible. Mais Monsieur Arnaud, peut-être qu'il faudrait qu'il regarde un peu plus. Il a des fils qui sont assez jeunes, qui ont, voilà, il y a un cercle autour de ces beautiful people qui devrait peut-être faire créer des choses un peu plus je dirais un peu plus moderne. Moi, je trouve que ça manque de modernité. Bon, Miss Dior, c'est très bien, mais ils nous ont sorti 140 flanqueurs différents. Il y a un moment, il faudrait peut-être investir dans une nouvelle franchise, quoi. Ça serait pas du luxe. Bon, Et en parlant de voilà. ça, justement, il y avait une question sur Francis Kurkdjian. Que pensez-vous des créations récentes de Francis Kurkdjian en tant que nouveau directeur des parfums Dior? Sont-elles, selon vous, dans la continuité des valeurs de la maison? Ce qu'il a, la reformulation avec l'absolu, franchement, pour moi, c'est une réussite. C'est un beau parfum bien équilibré. Je suis gênée pour vous répondre parce que je suis pas une fan de ce que fait Monsieur Demachy. Voilà, de ce que faisait François Demachy, c'est pas trop mon truc, moi. Je trouvais, par exemple, je suis pas Miss Dior, c'est un parfum qui était merveilleux avec Miss Dior Chérie, qui a été reformulé. Je pense il est devenu plus mainstream qu'il aurait dû. J'adore, c'est magnifique, hein, c'est un très beau bouquet. Enfin, c'est très classique, c'est copiable, c'est tout ce qu'on veut. Mais je pense que il n'a pas encore donné tout ce qu'il doit donner, Monsieur Kurkdjian. Parce que Kurkdjian, c'est un bel artiste. Il a juste un défaut, il adore les muscles blancs, il en fourre partout. Alors j'espère qu'il le fera pas trop chez Dior, parce que c'est pas tout à fait la même chose que dans sa maison. Mais la reformulation de Sauvage est pas mal. L'élixir, c'est pas mal, je trouve. Voilà, on verra. Ok, et justement, en parlant de sauvage, j'ai vu passer une question sur le sujet qui était assez longue d'ailleurs, mais je ne la vois plus. Ah voilà, si. J'aimerais avoir votre avis sur le lancement récent de la gamme de skincare pour hommes dérivée de la franchise Sauvage. Pensez-vous qu'il s'agisse d'un axe intéressant dans le cadre du développement de la beauté pour hommes? Comment imaginez-vous le futur de la beauté pour hommes? Ah oui. Alors, super question. J'ai eu depuis 30 ans
tous les ans des mémoires passionnants sur enfin la beauté pour hommes et booming, c'est le marché du siècle. Je pense qu'on y est quand même, hein. Vous en conviendrez, enfin, il y a vraiment beaucoup d'hommes qui font attention, qui nous, voilà, c'est quand même un enchantement, hein. Ça a changé un peu notre univers immédiat, moi je trouve. Il y a de très très belles initiatives chez Givenchy, chez Chanel. Bon, Chanel, ça fait longtemps aux US, mais ça commence. Moi, à mon avis, Sauvage, c'est une super franchise pour lancer un peu plus de produits. Exactement, si vous voulez, ça procède de la même réflexion vis-à-vis des cibles plus jeunes. Je me dis, mais quand est-ce qu'ils vont s'y mettre? Alors après, bon, le côté gourou plus plume, voilà, grand espace, c'est très sympa, mais le jus est bon chez Sauvage, il est accessible. En fait, le jus, c'est quand même vachement important. Donc la campagne est pas du tout désagréable, mais il va vieillir, faut faire attention. Ça va, vous voyez, quand on passe autant de temps au soleil, la peau va c'est pas bon. Donc il va falloir changer d'égérie. Bon, ça, à mon avis, ils y pensent déjà. Mais en tout cas, là, il y a une très très belle, il y a une très très belle, un potentiel certain. Ah, Sauvage, en plus, il y a un côté, bien sûr, séduction, retour à l'essence même de l'homme. Bon, ils avaient eu des problèmes d'ailleurs, hein, sur cette campagne qu'ils avaient dû retirer à un moment, ouais, justement, dû à des communautés bah oui, aux indienne, États-Unis, indiennes, bah oui, etc. bah Donc oui. ça aussi, c'est des choses auxquelles ils ne pensent pas Ah forcément. non, mais c'est hallucinant, c'est fou. Voilà. À ce niveau d'équipe, Ouais, ouais. bon, bref, je ne Voilà. commenterai Et du pas. coup, tout à l'heure, vous avez parlé de Miss Dior. Il y a Pierre qui vous demande comment Mm. expliquez-vous la saga des Miss Dior? Nous sommes totalement perdus. Oui, il y a de quoi. Il y a de quoi, mais c'est vrai que, en fait, le problème, c'est qu'ils ne réalisent pas. Bon, d'abord, Miss Dior, je vous rappelle, lancée en 47, Chypre merveilleux. Il y avait Miss Dior et Miss Dior chérie. Et puis en 2011, ils ont décidé en fait de débaptiser et de reformuler légèrement Miss Dior chérie et de l'appeler Miss Dior. Et l'autre s'est appelé Miss Dior l'original. Donc déjà, ils ont perdu toutes les clientes anciennes de Miss Dior. Et sur Miss Dior, bah, il y a énormément de renouvellement. Mais il n'y en a pas tellement plus que La vie est belle, plutôt moins, hein. Donc voilà, moi, je n'arrive pas à les reconnaître personnellement. Je suis désolée, pourtant j'ai un bon nez, mais j'ai un peu de mal. Après, en communication, un coup, ils vous font du romantisme, un coup, ils vous font du modernisme. C'est vrai qu'un peu de pivoine, une rose plus pâle, on aimerait bien que ça reste un peu plus voilà, centré et que les clientes fidèles soient récompensées de leur fidélité. Je trouve qu'ils ne sont pas très généreux. Il y a pas assez, si vous voulez, la miniature, la promo. Ouais, il y a un manque de générosité. Mais ça, c'est Dior. On va finir avec la dernière question. La dernière question, celle Ah, j'entends rien. Il ne marche pas votre micro, là. Ah, si. Là, c'est bon. Ok. Je suis désolée, La hein. dernière question avec Camille, est-ce que selon vous, il y a une véritable tendance des parfumeurs maison, comme nous pouvons l'observer chez Dior avec Monsieur Kurkdjian, de même chez Louis Vuitton, Louis V, etc. Alors, en fait, les nez, normalement, étaient dans les maisons de composition. Mais ça a commencé bizarrement chez Chanel avec la famille Polge. Jacques Polge, immense parfumeur, qui a en fait composé tous les parfums et qui a transmis en fait donc sa charge quand il est parti à la retraite à son fils Olivier qui était dans une maison de composition. Je crois qu'il était chez Firmenich, mais je suis plus très, très certaine. Et en tout cas, bah, pour moi, les meilleurs parfums mainstream du marché, c'est les Chanel. Ils sont très très bien composés, très durables. Voilà, moi je suis assez admirative de la place donnée au jus. Mais effectivement, si vous voulez, comme les parfumeurs, grâce à l'édition Frédéric Malle, il y a 20 ans, sont devenus des stars, c'est le premier, hein, Frédéric Malle, si vous remarquez, qui a mis le nom des parfumeurs sur les bouteilles, donc le nom des parfumeurs chez IFF, Malle, Firmenich, toutes les bonnes maisons où vous avez la gentillesse d'organiser des événements. En fait, bah, finalement, je crois que l'intention au départ d'LVMH, c'était de réinternaliser la composition en fait des produits chez eux. C'est l'histoire de Miss Dior Chérie devenue Miss Dior. Puis finalement, ben, on est resté sur le modèle ancestral des maisons de composition qui investissent pendant 1, 2, 3 ans 1000, 2000, 3000 soumissions avant de vivre de la vente du produit gagnant, hein, comme La vie est belle par exemple, pour IFF. Et donc finalement, ben, les parfumeurs, on a pris l'habitude depuis 2010
d'engager des parfumeurs maison. Est-ce que c'est une obligation? C'est quand même des grands artistes, ça donne de la valeur ajoutée bien sûr, au jus, mais encore faudrait-il, par exemple, vous voyez un parfumeur comme, Jean-Jacques, pour Caron, il y a des très grands noms, qui se mettent peu en avant et qui font des choses extraordinaires, ou Aurélien Guichard ou autres. Mais bon, il y en a d'autres qui font, jusqu'à 30 ou 40 parfums. C'est le cas de Jacques Cavalier qui est un immense talent, hein, ils sont tous super doués, mais il y en a qui sont plus médiatisés que d'autres. Mais je trouve que Kurkdjian, alors Francis Kurkdjian, il est tellement sympa. J'ai eu la chance de le rencontrer 2 ou 3 fois, franchement. Lui, j'espère qu'il va être heureux chez Dior. Tout ce que je lui souhaite. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Ah, c'est moi. Merci à tous aussi pour votre présence. Et puis, cette Adorable. conférence était passionnante. Je pense que tout le monde... On recommencera, est- non, Mélissa? On peut Eh en bien faire oui, une? vous pouvez l'annoncer. Je peux l'annoncer? Bon, bah alors on se retrouvera bientôt pour une conférence sur Yves Saint-Laurent. Au printemps peut-être, hein? On n'a pas Voilà. encore la date, mais en tous les cas, c'est sûr, c'est validé. Il y aura une conférence Yves Saint-Laurent, toujours Eh ben, avec je serais Véronique. ravie de la préparer. Voilà, bah, que des compliments. Merci, extrêmement intéressant. Merci, merci beaucoup. Alors, Voilà. tous merveilleux, les YPB. Bah, Voilà, passez écoutez, une je bonne vais soirée arrêter tous. l'enregistrement aussi et rester connectés parce que évidemment, nous vous réservons encore de très belles surprises pour les mois à venir avec de très beaux événements en physique ou en digital. Et encore merci beaucoup, Véronique. Ah, Bonne avec grand soirée plaisir. à tous. Toujours un plaisir avec vous, Mélissa. À bientôt. Bye bye. Au revoir.